Bonjour à toutes et tous. On va démarrer nos travaux. Vous dire quelques mots d'accueil avant de commencer au nom de l'AFD et vous dire combien je suis heureux de pouvoir vous accueillir ici pour le démarrage de cette journée cette conférence sur les droits humains et le développement. À celles et ceux qui sont avec nous dans la salle et celles et ceux très nombreux, je crois, qui nous suivent aussi à distance, vous remercier d'ores et déjà toutes et tous pour être là avec nous. Ce petit mot d'accueil rapidement pour faire justement quelques remerciements de circonstances qui s'imposent et partager avec vous en quelques mots l'objet de cette journée. Les remerciements tout d'abord. Remercier chaleureusement tous nos intervenants et nos intervenantes, pour certains venus de loin, pour d'autres qui seront avec nous à distance, ceux qui nous ont fait des messages, qui vont les partager avec nous, pour avoir accepté évidemment notre invitation et venir ici aujourd'hui nourrir tous les débats que nous aurons au long de cette journée. Je veux aussi remercier très particulièrement notre animateur, M. Yacouba Kébé, qui a accepté d'assumer la lourde fonction de chef d'orchestre et de modérateur des différentes sessions. Merci à vous. Remercier encore, et en ayant un mot tout particulier, aux collègues de l'AFD qui ont participé à la préparation de cette journée, et tout spécifiquement à mes collègues Farid Lamara et Sarah Hayes, qui ont été à la fois les concepteurs et maîtres d'œuvre de cette journée, avec l'engagement permanent depuis plusieurs mois pour réussir à nous réunir toutes et tous ici. Je veux également remercier l'ensemble des collaborateurs qui vont nous accompagner tout au long de la journée, à la fois pour la valoriser, en faire la communication nécessaire également à l'extérieur et l'accompagnement technique, évidemment, de tous les collègues qui sont là. Merci à vous. Cette conférence, c'est la première du genre à l'AFD qui soit spécifiquement dédiée aux enjeux droits humains et développement. Alors, plusieurs facteurs nous ont encouragés à l'organiser. Je ne vais pas ici tous les citer, mais dire en premier lieu le contexte, peut-être, que nous connaissons tous. Contexte de recul des droits fondamentaux depuis de nombreuses années, partout dans le monde, contexte de conflits endémiques et de leurs conséquences, crise humanitaire chronique, pauvreté et inégalité d'accès aux droits, qui s'accroissent encore suite à la pandémie, si on pense au droit à la santé ou à l'éducation, par exemple, ou encore les menaces croissantes du changement climatique et de la détérioration de la biodiversité, qui pèsent non seulement sur les droits humains, mais plus largement dans certains territoires, sur le droit de vivre, tout simplement, pour les humains et les non-humains. La France, dans ce cadre, a pris des engagements forts tout récemment, adoptant une stratégie sur les droits humains et inscrivant le sujet au titre des grandes priorités de sa politique de développement dans la loi adoptée le 4 août dernier. Le sujet était également au cœur des débats, des discussions du dernier sommet Afrique-France de Montpellier. Aussi pour le groupe AFD, au moment où nous entamons également nos réflexions sur notre prochain plan d'orientation stratégique, il nous a semblé d'intérêt de poser ce sujet dans sa relation aux questions de développement et de développement durable, plus précisément. Et pour cela, de réunir la communauté des acteurs du développement du Nord et du Sud, d'Europe et du monde, pour ouvrir un espace de dialogue et d'échange de vues et nourrir une réflexion collective sur les enjeux de l'approche fondée sur les droits humains pour la réalisation des ODD. Ces acteurs, vous-même ici présents, intervenants et participants, représentaient tout à la fois des institutions publiques et parlementaires, des organisations de la société civile, des banques de développement, des agences de coopération technique, le secteur privé ou encore le monde de la recherche. Le programme prévu pour la journée doit nous permettre d'échanger sur un grand éventail de sujets, connectés aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques, mais également d'ouvrir le débat sur les grands enjeux grandissants, grandissants du droit à un environnement sain et des droits de la nature plus largement, liés, comme vous le savez, aux conséquences massives de la crise écologique, comme je l'ai évoqué précédemment. Aussi, notre conférence ambitionne enfin de se pencher sur l'agenda évolutif des droits humains et de questionner des approches nouvelles, nécessaires pour apporter des réponses aux défis qui caractérisent le monde contemporain. En particulier, les questions de convergence de l'approche fondée sur les droits humains avec celle de la réduction des inégalités multidimensionnelles, de justice climatique, du lien entre l'humain et le non-humain, des droits collectifs des communautés autochtones ou encore du devoir de vigilance. Autant de sujets essentiels qui seront abordés aujourd'hui, au courant de notre journée, qui ne couvrent pourtant pas encore le vaste champ de l'agenda des droits humains, mais qui doivent
permettre, comme je l'ai dit, d'ouvrir une séquence, et nous l'espérons, entre nous, partager nos constats, nos analyses et des voies pour l'action. Place donc, sans plus tarder, à l'ouverture de nos travaux. Je vous souhaite d'excellents débats par avance et cède la parole à Madame Delphine Borion, ambassadrice en charge des droits de l'homme. Merci Madame de votre présence parmi nous et pour avoir accepté d'ouvrir notre journée. Merci à tous, excellents travaux. Madame l'ambassadrice. Chers amis, présents ou en ligne, je suis très honorée d'ouvrir cette conférence organisée par notre opérateur, l'Agence française de développement, qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie française droits humains et développement, coordonnée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Aujourd'hui, 10 décembre, est un jour hautement symbolique. Il y a 73 ans, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme, marquant la reconnaissance universelle des droits et libertés fondamentales sans discrimination aucune. Parce que le combat n'est pas achevé, loin s'en faut. Nous devons rester plus que jamais mobilisés face à la remise en cause de ces droits partout dans le monde, en ayant conscience, humblement, de l'action qui reste à mener. Le constat, en effet, est amer. La situation des droits humains dans le monde est loin d'être satisfaisante, elle est même souvent bien sombre. Les discriminations croissantes, les inégalités, les conflits contribuent à la miner, tandis que la montée des conservatismes remet en cause des décennies de progrès en faveur des droits des femmes et des filles. Les membres de la société civile et leurs organisations voient leur action de plus en plus entravée. Les défenseurs des droits de l'homme font l'objet d'une répression croissante qui prend la forme de menaces, de harcèlement et de plus en plus souvent d'attaques directes. La réponse à la pandémie Covid-19 a encore aggravé la situation dans de nombreux pays. Face à ce tableau, nous nous devons de ne pas baisser les bras et de faire preuve d'engagement et de fermeté partout où l'universalité des droits est attaquée. La France l'a souligné à plusieurs reprises, le respect des droits humains et l'atteinte des objectifs de développement durable sont indissociables. Les 17 ODD, tels que définis dans l'agenda 2030, s'inscrivent en pleine cohérence avec la réalisation des droits fondamentaux de tous les individus, tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres instruments internationaux qui lui sont liés. Et je voudrais rappeler la phrase de l'ancien secrétaire général des Nations unies. « Il n'y a pas de sécurité sans développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Et il ne peut y avoir ni sécurité ni développement si les droits de l'homme ne sont pas respectés. Nous sommes ici au cœur du nexus qui inspire notre vision. Et nous devons le répéter sans relâche face à ceux qui instrumentalisent le sujet du développement pour remettre en cause le caractère individuel, indivisible et universel des droits. En aucun cas, le développement économique ne saurait être considéré comme un prérequis à leur réalisation. Les droits et libertés fondamentales sont une condition et non un obstacle au développement durable. Ce sont bien ces droits qui participent de la mise en œuvre d'un développement durable et inclusif. La France et ses partenaires européens sont particulièrement vigilants face à toute remise en cause de ces principes, y compris aux Nations unies. Il y a 3 ans, jour pour jour, la France adoptait sa stratégie droits humains et développement coordonnée par le ministère des Affaires étrangères. Elle répond à un double objectif. D'une part, faire de la politique de coopération et d'aide au développement de la France un levier pour sa diplomatie en faveur de la promotion des droits de l'homme. D'autre part, recentrer leur promotion au cœur de l'action de la France en faveur du développement, conformément au nouveau consensus européen pour le développement adopté par l'Union européenne en juin 2017. Cette stratégie consacre également une évolution méthodologique dans les orientations opérationnelles relatives à la coopération au développement. C'est une approche fondée sur les droits humains qui guide l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et politiques de développement de la France. Cette stratégie met en lumière 3 mots d'ordre. Ne pas nuire, associer les bénéficiaires à la conception et au bon suivi des programmes, et produire un maximum d'effets positifs sur la réalisation des droits humains afin de donner les moyens à chacun de parvenir à un développement durable. Cette approche s'applique aux politiques menées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais également aux actions mises en œuvre par les opérateurs sous sa tutelle, comme l'Agence française de développement,
dont l'action s'inscrit pleinement dans le cadre défini par le gouvernement. Pour atteindre ces objectifs, un plan ambitieux a été élaboré afin de faciliter la mise en œuvre transversale de l'approche fondée sur les droits humains dans l'ensemble de la coopération française au développement. 4 priorités ont été définies. L'éducation aux droits humains, en particulier à destination des enfants, pour que tous les bénéficiaires des projets de développement soient en capacité de faire valoir leurs droits. Deuxièmement, l'accompagnement et la formation des acteurs de développement, en soulignant leur rôle moteur dans la réalisation des droits humains et le développement durable. Troisièmement, le soutien à une mise en œuvre effective de l'examen périodique universel des Nations Unies et des autres mécanismes régionaux similaires. Et enfin, le soutien aux défenseurs des droits de l'homme, acteurs majeurs du développement durable, notamment face à la restriction croissante de l'espace de la société civile. Le 4 août dernier, la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, portée par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a été promulguée. Ce texte, voté à l'unanimité par le Parlement, fixe les orientations, le cadre, les priorités et les moyens de la politique française de développement. Il conforte parmi ses objectifs et priorités thématiques la promotion et la protection des droits humains. Avec l'adoption de cette loi, la France réaffirme le principe d'universalité et d'indivisibilité des droits. Elle engage encore davantage en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'accès aux droits et à la santé sexuelle et reproductive, la dépénalisation universelle de l'homosexualité, la lutte contre la peine de mort, les libertés d'expression et d'information, la liberté de religion et de conviction et la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Cette loi signe à nouveau l'engagement de la France dans un monde marqué par le retour et l'intensification de la compétition stratégique entre grandes puissances, par le recours décomplexé à la violence par des régimes autoritaires et de façon plus générale par la remise en cause des droits et libertés fondamentales par un trop grand nombre de pays. Mais nous ne devons céder ni au pessimisme ni au découragement. Nous poursuivrons inlassablement notre action en faveur des droits au service du développement, avec notre réseau diplomatique mobilisé au jour le jour sur le terrain, en coopération étroite avec nos opérateurs, l'ensemble de nos partenaires, les organisations de la société civile. Je tiens à ce titre à saluer le rôle des ONG, les organisations de terrain qui jouent un rôle clé au plus près des populations et qui sont des partenaires essentiels de nos ambassades à travers le monde. Car ce n'est qu'en agissant ensemble et avec l'ensemble des acteurs, en coopération et synergie, que nous pouvons être efficaces. En témoigne aussi l'action de la France dans les instances multilatérales, et en particulier au Conseil des droits de l'homme, en tant que membre élu sur la période 2021-2023, marquant ainsi la responsabilité que porte la France en matière de protection et de promotion des droits humains à l'international. Nous y défendons notamment 3 domaines prioritaires. La lutte contre les inégalités, d'abord. Et le Forum Génération Égalité a pu démontrer tout notre engagement pour les droits des femmes et des filles dans le monde. La protection des libertés fondamentales aussi. Et je tiens à souligner tout l'enjeu que représente l'espace informationnel et la liberté des médias pour préserver la démocratie. La protection des défenseurs des droits humains, enfin. Et je me réjouis qu'une nouvelle initiative du président de la République puisse bientôt renforcer la contribution de la France à leur combat, notamment à travers un partenariat établi entre le ministère, l'Agence française de développement et la plateforme des droits de l'homme. En conclusion, je ne doute pas que le séminaire d'aujourd'hui sera l'occasion de débats stimulants sur le lien entre droits humains et développement, en particulier pour permettre à l'Agence française de développement d'utiliser de façon encore plus efficiente les crédits confiés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et pour articuler au mieux son action avec l'ensemble des politiques et moyens déployés par l'État pour cette cause. Je vous remercie. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis donc Yacouba Kébé, comme l'avait souligné monsieur le directeur de la stratégie. Je viens du Mali, très heureux d'être avec vous ce matin.
Je voudrais, après des mots si délicats de M. Diachan, après cette allocution forte de Mme l'ambassadrice pour les droits de l'homme, constater le vœu d'une belle et fructueuse journée qui s'annonce, je pense, et nous demander à tous, en ma qualité de modérateur, nous demander à tous de saisir à chaque instant les conditions pour la rendre intensement joyeuse et intensement productive. Monsieur le directeur général de l'AFD, mesdames et messieurs les membres du panel des hautes personnalités ici présentes et en ligne, chers acteurs du développement, chers panélistes, chers invités, permettez-moi donc de vous dire combien il m'est un honneur de traverser le Sahel, le Sahara et la Méditerranée pour prendre part à ce premier rendez-vous sous ce format de conférence internationale de l'Agence française de développement, sur une thématique qui est pour moi centrale pour la France, centrale pour le monde aujourd'hui. Droits humains et développement, ainsi brièvement et presque pudiquement formulé. Ce thème n'est pas moins révélateur de l'angoisse d'un équilibre mondial à trouver. Et je veux ici confesser l'angoisse qui fut donc le mien quand il m'a été demandé par l'Agence française de développement de modérer une partie de la présente conférence à Paris, alors même que j'étais à Ségou, une ville chargée d'histoire du Mali. Et à Ségou, j'y étais pour, si vous voulez, comprendre le cheminement d'un concept qui est aujourd'hui cher à notre continent africain, ce que nous appelons en langue bambananka, une langue locale du Mali, le maya. Le maya, si vous voulez, a une correspondance en swahili qui est beaucoup plus connue, qu'on appelle Ubuntu. Ubuntu que l'ancien ministre Adama Samasekou a tenté de traduire en français avec un néologisme, ce qu'il a appelé l'humanitude. La seule définition que je peux en donner à sa suite, bien entendu, c'est notre rapport inconditionnel à l'autre. Selon donc ce concept et cette vision du Maya, je suis parce que vous êtes. Partant de cela, des concepts comme la solidarité mondiale ou encore la dignité humaine coulent, pour moi en tout cas, l'évidence. Pourtant, mesdames et messieurs, ce qui est évident à Ségou ne peut ne pas l'être à Santiago. Ce qui est évident à Ségou ne peut ne pas l'être à Paris, à New Delhi ou encore en Tunisie. Comment donc concilier les points de vue? Comment co-créer les chemins vers une approche partagée du développement basée sur les droits humains? Comment créer les meilleures synergies possibles pour atteindre les objectifs du développement durable en garantissant d'abord aux populations leurs droits naturels à la poursuite du bonheur? Vous vous en doutez, ce n'est pas du haut de ma trentaine d'années que je pourrais éclairer vos lanternes de connaisseurs. Même l'AFD qui vient de fêter ses 80 ans, monsieur le directeur, joyeux anniversaire avec quelques jours de retard, même l'AFD a compris que seule une mutualisation des expériences pourra faciliter un début de réponse. Et je pense que Madame l'ambassadrice l'a très très bien formulé. C'est pourquoi donc, en ce jour de célébration des droits humains, l'AFD et l'ensemble de ses partenaires nous mettent au défi de manier, d'interroger les concepts généraux, les concepts spécifiques, les anciens concepts, les nouveaux concepts qui donnent un cadre à l'évolution tant des droits humains que de notre compréhension de ces droits dits universels, indivisibles et inaliénables. Mesdames et messieurs, du cylindre de Cyrus à la Déclaration universelle des droits de l'homme en passant par la Charte de Kourkan-Fouga, que certains appellent aussi Charte du Mandé, ou encore par la Déclaration d'indépendance des États-Unis, nous avons intégré que les droits de l'homme ne sont pas figés, ni dans le temps, ni dans l'espace. Il nous revient de constamment créer les opportunités d'une réflexion collective sur l'humain afin de trouver l'équilibre. Et c'est tout l'enjeu de cette conférence sur les droits humains et le développement. Mesdames et messieurs, nous accueillons pour cette conférence en présentiel et surtout en virtuel, j'ai envie de dire conditions sanitaires obligent, un panel légitime pour aborder avec science et grande expérience les challenges conceptuels et opérationnels de l'approche du développement fondée sur les droits humains. Il sera donc au menu de nos échanges les enjeux et les perspectives pour les pays émergents et pour les acteurs du développement. Nous discuterons aujourd'hui des politiques publiques et du rôle de la société civile. Nous parlerons aussi de transition juste, de devoir de vigilance et j'en passe.
Je vais en toute transparence remercier M. Farid Lamara pour ce mot parce que j'avoue que le masque me dérangeait un tout petit peu. Avec votre permission, je vais le retirer, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est fait. Je suis bizarrement beaucoup plus à l'aise. Merci beaucoup. Je disais donc que pour notre session d'ouverture, à la suite de ces deux interventions, nous mettrons les petits plats dans les grands avec tout de suite l'intervention de Mme Michelle Bachelet, son Excellence, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Nul besoin de rappeler son parcours inspirant qui, depuis le Chili, a su redonner de l'espoir au monde en signifiant par son combat, d'abord son combat personnel dans les années 70, que la lutte pour les droits humains mérite une attention de tous les instants. Haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, elle saura nous poser, je pense, un cadre général du contexte et de la situation actuelle des droits de l'homme. Madame l'ambassadrice soulignait tout à l'heure qu'il y a un net recul et je pense que Madame Bachelet, dans son intervention, saura nous en dire un petit peu plus. Si la technique le permet, je voudrais donc vous inviter à suivre son intervention sur ces écrans. Merci à tous et merci à l'Agence française de développement d'avoir organisé cette conférence importante. En ce moment, les inégalités augmentent avec un recul des engagements de développement durable et des objectifs de développement durable, avec une augmentation des conflits et des tensions sociales. Nous devons trouver de nouveaux partenariats entre les parties prenantes de toutes les régions, car il s'agit de principes qu'il faudra mener à bien. Et la pandémie entraîne une augmentation des inégalités. Plus de 100 millions de personnes ont été poussées dans l'extrême pauvreté, tandis que plus de 2,3 milliards de personnes subissent l'insécurité alimentaire. Et cela amène à une augmentation des souffrances pour les femmes, les membres de l'économie informelle dans les pays à faible revenu, et les peuples autochtones ont été parmi les plus durement touchés. Et cela a engendré des inégalités ethniques et sur la base de l'âge encore plus intenses. Les droits des enfants ont également été menacés. Après la fermeture des écoles due à la COVID-19, de nombreux enfants pourraient ne jamais pouvoir retrouver le chemin de l'éducation. C'est un cycle vicieux, un cercle vicieux. Et cela s'aggrave. Les économies les plus riches vont croître en 2022, tandis que les pays les plus pauvres vont s'enliser dans la récession. Cela va accroître encore les inégalités. Il y a une forte inégalité en termes de couverture vaccinale. Cela a été démontré à travers la diffusion du variant Omicron. D'après le FMI, 54 millions d'emplois ont été soutenus entre mars et octobre 2020. Les gouvernements ont soutenu les économies dans les pays les plus riches à hauteur de 20% du PIB, alors que dans les autres pays, c'était à moins de 2%. Et cela réduit la possibilité des pays à faible revenu d'agir. Et de nombreux pays les plus pauvres font face à un fort endettement à cause de la baisse de fiscalité, de transfert de fonds et à cause de la fuite des capitaux. Cela entraîne une baisse du respect des droits fondamentaux qui sont essentiels à une reprise durable. Une étude récente a montré que une réduction des dépenses sociales est probable dans 83 pays sur 189 d'ici à 2023, ce qui va toucher les droits fondamentaux de 2,3 milliards de personnes. La crise climatique va augmenter ces inégalités. Cependant, les actions contre le changement climatique et la perte de biodiversité ne sont pas suffisantes. Et cela n'est pas toujours non plus conçu de façon à respecter les droits humains. Les communautés les plus touchées ne sont généralement pas incluses dans ces
discussions et dans les processus démocratiques. 227 défenseurs des droits de l'homme ont été tués en 2020 et de nombreux subissent des attaques et sont menacés. Tous ces écarts qui s'accroissent mènent des injustices et des souffrances inutiles. Cela crée également des tensions et des violences. Et cela menace la paix dans notre village mondial. Et la sécurité et la paix de tout le monde est menacée. Et cela n'est pas censé être le cas. Cela amplifie la responsabilité des institutions et nous savons qu'avec une meilleure protection sociale, nous pouvons favoriser le développement économique. Donc, pour une reprise après le plus fort recul que nous ayons connu récemment, nous devons nous concentrer sur une reprise mettant au centre les droits humains et avec notamment le droit à un environnement propre et sain. Cela fait partie du cadre adaptable et résilient pour un meilleur développement. Il faut également élargir l'espace budgétaire en luttant contre la corruption et en mettant l'accent sur une meilleure fiscalité. Il faut favoriser l'accès aux services sociaux, aux soins de santé, à l'éducation, d'autres droits humains. Il faut une nouvelle politique de transparence pour une meilleure justice sociale. Et cela permettra de développer la confiance. Et cela n'est pas seulement la responsabilité des gouvernements, mais les institutions financières et les acteurs du secteur privé ont également leur rôle à jouer pour cette reprise durable. Et cela entre parfaitement dans le cadre de l'agenda 2030. Et ce sont des principes pour les droits humains et il faut également exercer un devoir de vigilance tout au long des chaînes d'approvisionnement. Je prends cette opportunité pour reconnaître la loi sur le devoir de vigilance de la France qui a été adoptée le 24 mars 2017. Et aujourd'hui, c'est la législation qui couvre le plus de risques dans les chaînes d'approvisionnement. Je remercie également les banques de développement qui soutiennent ces différentes actions, notamment à travers l'évaluation de l'impact sur les droits humains. Et je salue également l'initiative Santé en commun de l'AFD qui rassemble plus de 500 banques de développement et autres parties prenantes afin de mener à bien des projets de développement. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, a encouragé tous les organes des Nations Unies à agir en ce sens, à agir sur les droits humains en faveur du développement pour lutter contre les inégalités et favoriser l'inclusion. C'est la marche à suivre pour un pays où les droits sont respectés, un monde où les droits sont respectés, un monde plus inclusif. Merci. Je veux remercier ici Son Excellence Madame Bachelet pour cette intervention pleine d'enseignements, mais surtout teintée de lucidité par rapport à la crise actuelle des droits humains dans le monde. Elle lance un cri de cœur, « It's time to act », comme elle le dit. Elle lance un appel aux banques de développement, prend un exemple, l'AFD, pour que nous réussissions à avoir une sorte de nouveau contrat social qui puisse mettre au cœur de nos dynamiques les droits humains. Merci encore à Madame Bachelet. Et je comprends dans son intervention qu'il y a une perspective mondiale qui se nourrit de perspectives régionales, de perspectives continentales. Et avec cette journée du 10 décembre, où un peu partout il y a une célébration de cette question des droits humains, un débat s'installe sur justement comment créer cette perspective mondiale. Je sais que l'Union européenne a organisé les 7 et 8 décembre dernier le forum UE-ONG sur les droits de l'homme avec l'intention d'élaborer donc des recommandations fortes sur la manière dont l'UE doit ou peut protéger davantage l'espace civique dans un monde entier, on va dire, et promouvoir une reprise fondée sur les droits de l'homme en renforçant l'accès
aux soins de santé et au travail décent pour tous. Nous avons, au lendemain de cet important rendez-vous de l'UE, le plaisir d'accueillir ici la directrice par intérim de la Direction Développement humain, Migration, Gouvernance, Paix et Sécurité de la Commission européenne, Madame Chiara Adamo. Elle disait il y a 3 ans que les conflits, les menaces pour la sécurité et le changement climatique mettront les droits de l'homme et la démocratie à l'épreuve. Pendant qu'elle rejoint donc le pupitre pour son intervention, je voudrais l'inviter 3 ans plus tard à nous dire comment est-ce que l'Union européenne entend jouer un rôle moteur sur ces questions. Madame Chiara Adamo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et je remercie vraiment l'AFD pour cette invitation. C'est un plaisir et un honneur avec moi être avec vous et être en France pour la Journée mondiale des droits de l'homme. Je m'excuse par avance parce que je vais préparer une intervention en anglais. Donc, je me dis que je vais passer I'm going to switch to English. But I'm sure we will have... Je vais passer à l'anglais, mais je sais que nous aurons la capacité et la possibilité d'échanger nos points de vue en français un petit peu plus tard. Suite à l'intervention de Madame Bachelet, il semblerait que les droits humains sont essentiels. Il faut faire progresser les droits humains. Donc, tous les êtres humains sont nés égaux et en dignité. Ça, c'est le premier article de la Déclaration des droits de l'homme. Si vous y pensez, c'est le cœur de l'agenda 2030 pour le développement durable. Et cela atteste du fait que nous avons besoin d'une reprise économique qui s'articule autour des droits humains suite à la pandémie. Et donc, l'exercice des droits de l'homme est un devoir impérieux pour le développement durable et pour la dignité. Alors, les partenariats internationaux sont essentiels. L'Union européenne veut promouvoir ce que nous faisons, notamment pour ses États membres ou par ses États membres. Nous avons reconnu, dès le début de la pandémie, nous avons reconnu les droits humains et les droits économiques et sociaux. Nous avons aussi mis en lumière les menaces qui existaient déjà. Donc, il est important de mettre en exergue tous ces points. Mais tout cela exerce de la pression sur nous tous et cela exerce aussi de la pression sur la démocratie. Je ne vais pas répéter les enjeux que nous devons relever en matière de droit à l'éducation, le droit à la santé, en matière d'inégalité économique. Je pense déjà que notre précédente oratrice a fait cela de façon merveilleuse. Mais ce que je dirais, c'est que tous ces défis, tous ces enjeux en matière de droits socio-économiques, en matière d'éducation. Donc tous ces défis mettent nos démocraties à rude épreuve. L'année dernière, pour la première fois, en l'espace de 10 ans, selon les indices et normes internationales, il y avait davantage d'autocratie que de démocratie. Et ainsi, nous avons des tendances similaires en ce qui concerne le nombre de pays qui ne cessent de connaître une croissance exponentielle et on voit qu'il y a un recul des libertés fondamentales. On voit que la liberté d'expression est en recul. Donc, que devons-nous faire? Alors, 3 points que je voudrais mettre en lumière. Tout d'abord, il faut répondre en ayant beaucoup d'impact. Il faut changer d'échelle. Il faut aider les pays et les partenaires à atténuer l'impact de la Covid. Nous avons des moyens à notre disposition. Nous avons un budget externe de 60 milliards, c'est-à-dire Global Europe, vise à tirer parti des financements des sources publiques et sources privées afin de renforcer la reprise économique. Madame von der Leyen, notre présidente, a fait une annonce avant cette journée sur les droits humains. Elle a annoncé qu'il fallait tirer au mieux parti de notre situation
en mettant en place un programme thématique qui soit audacieux pour la démocratie d'une valeur d'1,5 milliard d'euros. Et ce programme visera à promouvoir les droits humains, les démocraties inclusives, la liberté de la presse et la protection des droits humains, à l'instar de ce qu'a dit notre ambassadeur. Et cela met en lumière le plan de l'Union européenne pour la démocratie et les droits humains. Donc les programmes et les politiques doivent être en ligne, doivent être alignés. Par ailleurs, je suis ravi de vous dire que suite à des discussions avec des pays partenaires, 2/3 de ces pays partenaires nous ont aidés à choisir les priorités, les interventions, accès à la justice, le droit, le respect du droit, le combat contre la corruption. Et des programmes ont été mis en place en fonction des différentes géographies. Nous pouvons faire mieux. Nous avons des ressources, mais nous devons travailler de concert. Et je dirais que c'est un plaisir énorme pour moi d'être avec vous parce que nous avons lancé une approche, une démarche européenne suite au début de la pandémie parce que on sait que ces défis sont mondiaux, donc on ne peut pas rester tout seul. Il faut renforcer l'impact et la coordination et la coopération. Je tiens à remercier la France qui fait partie de notre initiative européenne en matière de la démocratie. Et je tiens à remercier les agences de développement, les agences de financement et de développement qui se rassemblent afin de relever ce défi. Le deuxième point, vous l'avez mentionné, il faut garantir une approche inclusive et participative. Il y a eu un forum des ONG qui a été co-organisé avec les réseaux humains et des démocraties. Certains des organisateurs sont là aujourd'hui. Il y avait plus de 700 participants à ce forum. Et le message qui a été disséminé est le suivant. En fait, vous êtes tous inclus. Il faut travailler de concert. C'est un petit peu banal ce que je dis, mais en tout cas, c'est absolument essentiel. En fait, il nous faut nous engager tous ensemble de façon pertinente. Et en fait, nous avons matérialisé nos objectifs sur le terrain. Chaque action que nous menons à bien doit impliquer les partenaires de la société civile, les organisations des femmes, les organisations des jeunes. Alors, c'est vrai que tu as peut-être 30 ans, mais je tiens à vous dire que les jeunes nous inspirent en matière de changement. Et ce qui est important, c'est d'avoir un plan pour la jeunesse qui soit audacieux pour 2022. Le troisième point, et c'est le dernier point, je suis un petit peu longue, je suis désolé, mais en fait, il faut s'assurer que la reprise soit au rendez-vous pour tout le monde. Et bien sûr, il s'agit de s'assurer que nous ayons une approche en matière de développement humain, de droits humains. Il faut penser aux peuples autochtones dans l'Amazonie, l'Amazonie qui est le poumon de notre environnement. Et puis, il faut combattre les meurtres, le harcèlement, notamment les peuples autochtones qui travaillent dans les zones minières. Vous avez déjà parlé aussi du développement humain qui repose sur les droits humains. Nous savons que les personnes LGBT ont beaucoup de mal à avoir accès aux soins de santé dans le contexte de la pandémie. Donc il faut atténuer ces inégalités structurelles. Et c'est vrai qu'en 2017, nous nous sommes engagés avec les États membres pour mettre en place des approches des droits humains basées sur le développement et la coopération. Donc je tiens à remercier la France à cet égard. Cette année, l'Union européenne a renouvelé sa boîte à outils concernant l'approche des droits humains au mois de juin. Et c'est une obligation légale pour nous. Cela a été mis en place au sein de Global Europe, au sein du règlement Global Europe, qui constitue l'ossature de nos programmes financiers. Donc c'est une exigence obligatoire que nous devons endosser. Et lorsque vous regardez cette boîte à outils, il s'agit de fournir des outils pratiques, des exemples de terrain, des exemples de ceux qui travaillent dans différentes régions du monde. En fait, il s'agit de mettre en place cette approche basée sur les droits
droits humains, le développement et la coopération. Donc en fait, ce qui est important, c'est la conception du projet, mais aussi la matérialisation du projet. Il s'agit de promouvoir les droits, assurer la participation, assurer la non-discrimination et l'égalité, et aussi la transparence et la responsabilité, la redevabilité. Alors bien sûr, cela paraît très abstrait, mais ce qui est important, c'est de regarder un petit peu les choses tangibles. Donc je vous demande de regarder notre site web, ainsi nous pourrons échanger nos meilleures pratiques comme nous le faisons ici aujourd'hui et comme nous l'avons fait ici aussi à Bruxelles. L'intersectionnalité, c'est un enjeu absolument majeur. C'est un élément clé lorsqu'il s'agit de mettre à jour l'approche reposant sur les droits humains et de développement. Cela fait partie du plan d'action sur la réduction des inégalités entre femmes et hommes. Nous avons adopté ce plan il y a un an. Il s'agit de prendre en considération les individus dans toute leur diversité. Donc l'intersectionnalité porte sur tout type de discrimination. Il s'agit de regarder un petit peu les obstacles et les barrières que rencontrent les différentes personnes dans différentes situations. Il faut comprendre les causes structurelles et comment elles émergent. Donc je voulais mettre en exergue l'importance de tout cela. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, cela apparaît dans le processus de revue de qualité des projets et des programmes, au même titre que l'approche basée sur les droits humains. Et puis il faut mesurer les résultats, parce que bien sûr c'est bien, on fait des beaux discours, on a mis en place ces plans, ces réglementations, mais comment on les matérialise? Donc pour mesurer les résultats, il nous faut des indicateurs robustes et solides. Donc ici, je suis ravi de vous dire que nous travaillons avec l'AFD, et grâce à l'AFD, nous travaillons sur un marqueur de l'inégalité afin de mieux comprendre et de contrôler notre travail, de suivre notre travail sur les inégalités croissantes. Cela nous permettra de circonscrire et d'identifier et d'évaluer dans quelle mesure les actions vont pouvoir bénéficier aux plus démunis et aux ménages les plus pauvres. Donc ce dernier exemple est l'illustration du besoin pour nous de continuer à travailler de concert en tant que Team Europe, en tant qu'équipe au sein de l'Europe pour relever les défis. Merci infiniment, Madame. Intervention claire, c'est une intervention profonde, c'est une intervention avec des mots parfaitement choisis pour marquer donc l'importance et la nécessité, je pense, de calibrer les politiques nationaux régionaux sur la protection et la défense des droits fondamentaux. On comprend que sur ces 2 dernières années, ces 3 dernières années, l'Union européenne est en train de pousser dans ce sens. L'Union européenne prend des initiatives dans ce sens. Vous les avez citées. Nous sommes heureux de les entendre. Mais je veux aussi, à la suite de votre intervention, noter une expression forte, travailler ensemble. Vous avez souhaité que ce travail ne se fasse pas seul, que tous les acteurs puissent ensemble travailler. Et c'est un peu tout le sens, justement, de notre rencontre de cette journée. Et vous avez insisté sur les nouvelles orientations, le nouveau paradigme de l'Union européenne. Et j'ai noté dans ces paradigmes la nécessité, justement, à la fois de promouvoir l'universalité des droits, mais aussi de promouvoir la liberté de presse. La liberté de presse qui me tend quelque part une perche parce que, vous savez, la question des droits humains, c'est aussi une question à connaître. On a des acteurs aujourd'hui qui se dédient à cette question-là, qui essaient de faire savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une intervenante, en l'occurrence, qui dédie sa vie depuis plusieurs années à collecter, à produire et diffuser des informations sur les prisons dans le monde. Au nom de Prison Insider, elle et ses collaborateurs donc, nous permettent de comprendre que l'espace carcéral ne peut et ne doit être un espace de violation des droits fondamentaux. Permettez-moi donc d'accueillir ici, mesdames et messieurs, Madame Florence Laufer. Vous êtes, Madame, vice-présidente de la plateforme Droits de l'Homme et directrice de Prison Insider. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez la parole. Merci Yacouba. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, chers collègues, chers participants de l'autre côté de l'écran. Je suis ravie d'être là. C'est un grand honneur pour moi de participer à l'ouverture de cette journée unique.
Je m'adresserai à vous principalement aujourd'hui en tant que vice-présidente de la plateforme Droits de l'Homme, mais je suis effectivement directrice de Prison Insider, comme l'a dit Yacouba, une plateforme d'information sur les prisons dans le monde, avec pour mission d'informer, comparer, témoigner sur les conditions de détention des personnes détenues. C'est souvent une facette qu'on oublie quand il s'agit des inégalités. Ça vient un petit peu à la fin de la suite logique des difficultés, mais ça nous tient à cœur. Donc Prison Insider anime un site internet qui est disponible en anglais, en français, en espagnol et qui documente les prisons par le menu, je dirais. Je vous invite à aller le visiter. La plateforme Droits de l'Homme, dont je suis vice-présidente, est un collectif d'ONG françaises qui agit à l'international pour la promotion et pour la défense des droits de l'homme. Elle a été créée par 12 ONG en 2017 et son objectif principal est de renforcer la dynamique collective et l'efficacité des OSC qui travaillent pour les droits de l'homme. Donc on est en plein dans ce travailler ensemble, travailler avec, dont on a déjà parlé ce matin. Aujourd'hui, elle compte 26 membres et elle se renforce, pas quotidiennement, mais assez rapidement. Depuis ses débuts, la plateforme Droits de l'Homme a le soutien de l'Agence française de développement et le soutien, l'appui a été confirmé tout récemment avec le début d'une phase 2. Les objectifs de cette phase 2, c'est pérenniser la gouvernance, pérenniser le fonctionnement interne, c'est une dimension importante, continuer à renforcer le travail des OSC membres et aussi appuyer tout le travail de plaidoyer et de visibilité dans sa diversité. Les 26 membres de la PDH s'engagent dans des dynamiques d'action qui sont très diverses. Je n'arriverai pas à les lister toutes, mais pour vous en donner quelques-unes, on travaille sur les droits civils et politiques, la lutte contre la peine de mort, contre l'esclavage, contre la torture, l'engagement pour l'égalité de genre et pour les droits des personnes LGBTQI, la liberté d'expression, liberté des médias, droits des personnes détenues, migration, asile, sport, bien d'autres encore. Dans le partenariat entre l'AFD et la PDH, on note les intérêts mutuels à différents niveaux, notamment dans des initiatives assez concrètes qui sont co-construites, qui sont faites en collaboration, comme par exemple un programme de formation qui a été mis en place par Human Dignity, qui vise à faire des modules de formation sur développement et droits de l'homme et qui est très utile pour l'équipe de l'AFD aussi dans son complet. Et on peut aussi citer, bien entendu, la construction qui est encore en cours d'un projet de soutien aux défenseurs et aux défenseuses des droits de l'homme. Alors certes, l'union fait la force, c'est vrai, mais c'est aussi et surtout la complémentarité entre les parties prenantes qui peut faire de l'impact et qui peut produire un vrai changement. C'est une question d'unité dans la diversité et c'est un sujet que la PDH vit au quotidien. Parmi nos membres, certains s'engagent avant tout dans du plaidoyer, d'autres, au contraire, s'en abstiennent. Certains conjuguent droits humains et développement, alors que d'autres se focalisent uniquement sur les droits de l'homme. Pour d'autres, ils se consacrent à l'action de terrain en toute discrétion et d'autres, au contraire, consacrent leur travail à l'information publique. C'est ainsi que l'engagement en faveur des droits de l'homme de la PDH comporte vraiment une grande multiplicité de facettes et on le constate au quotidien, l'universalité de notre agenda s'applique autant au nord qu'au sud. On n'est vraiment pas dans une division ou dans une unilatéralité du travail. Plusieurs des OSC membres de la PDH ont d'ailleurs une gouvernance qui dépasse les frontières de la France. C'est le cas pour la FIACAT, c'est le cas pour Tournons la page, pour la FIDH et d'autres encore. Et cet élément-là fait que l'échange et l'apprentissage réciproque qui ont lieu au sein de la PDH permettent une forme de remise en question continue, une forme d'auto-évaluation et une forme de progrès qui se fait par la perméabilité finalement entre les différents modes d'action. Toute cette diversité est complexe aussi, elle est évolutive c'est une des choses qui font que le travail de la PDH se doit d'être inclusif et inclusif avant tout. Donc l'inclusivité, elle se traduit très clairement dans le soin qu'on porte à la démocratie interne et une pratique réflexive, auto-réflexive sur nos langages de travail. Quand je dis langage, c'est les langues, c'est le français, l'anglais, l'espagnol, c'est l'outil vraiment qui nous permet de savoir si on parle de la même chose et dans laquelle direction on va. Mais c'est aussi les langages techniques, le langage du développement, le langage du plaidoyer, le langage du contentieux, le langage de la sensibilisation, de l'information citoyenne. Et le risque est parfois présent
que l'incompréhension nous divise, ou nous donne l'impression qu'on ne travaille pas exactement pour la même chose. Et à la PDH, notre effort, c'est de dire notre objectif est commun, notre agenda est commun, il est très complexe, les défis sont énormes, on n'a pas trop de force pour le faire, et donc on réunit vraiment toute cette multiplicité de travail pour aller de l'avant. J'en dirai pas beaucoup plus. Je pense que de toute façon, le programme extrêmement riche du reste de la journée nous amènera de façon très concrète dans les projets, dans l'action, dans les défis. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Madame. Je me souviens que dans votre parcours, vous avez eu un regard sur les questions de géographie culturelle et de diversité culturelle. Ça m'a ramené à une pensée. C'est que l'Afrique, pour certaines de ses cultures, ne connaissait pas les prisons avant. Et je me dis que si les prisons n'ont pas existé quelque part dans le monde avant, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire le vœu pieux de voir dans ce monde la disparition des prisons, ce qui sous-entend que nous sommes capables, quelque part en tant qu'êtres humains, de vivre sans transgression. Et ce vœu, je pense le partager avec mon prochain intervenant. Je suis particulièrement heureux de l'avoir, surtout à cet instant de notre session. Je suis heureux parce qu'il va me permettre d'introduire une notion de genre. Vous avez remarqué que depuis le début, nous n'avons eu que des dames pour cette session d'ouverture. Et donc, ça va me permettre d'équilibrer un tout petit peu les débats à ce niveau-là. Et puis ensuite, je suis heureux de l'avoir parce qu'il ne pouvait pas ne pas être là. Je veux inviter ici donc, le prix Nobel de la paix 2015 au sein du quartet du dialogue national tunisien. Il incarne pour moi l'optimisme par son sourire que vous ne voyez pas encore à cause de son masque, mais je sais qu'il va le retirer, et surtout par ses multiples combats pour une solidarité internationale agissante. Monsieur Ahmed Galaï, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Sabah al-Nour. Bonjour, chers amis. Merci Yacouba de dissiper la grisette ce matin, le 10 décembre, notre journée mondiale des droits de l'homme, par Ubuntu, par l'humanitude, al-insaniya. Et parce qu'il est bien placé dans cette journée de la conférence de l'AFD qui place l'humanitus, l'homo humanitus au centre du développement. C'est très très bien, c'est un bon départ. Donc chers amis, monsieur le directeur de l'AFD, chers agents de l'AFD, concepteurs de cette conférence mémorable, messieurs, chers invités et participants, bonjour. Pour moi, défenseur des droits humains tunisien, mais aussi universaliste, c'est un grand honneur et un plaisir et une satisfaction énorme d'être là, parce que je me trouve au noyau de cette problématique de développement et de droits humains. Et je salue particulièrement cette présence de pléthore d'acteurs, de tous bords, d'acteurs gouvernementaux, de l'Agence internationale, acteurs des droits humains, tant cette problématique de développement n'atteint sa plénitude que si elle est concertée, si elle est participative. Je salue aussi la pertinence et le choix de cette thématique dans un contexte mondial que vous avez tout à l'heure évoqué, un contexte bouleversé et bouleversant par les crises sociales et économiques, par les guerres, par la pandémie, exacerbée par la pandémie, comme si le taureau, la légende du taureau de Ouïghour, est de plus en plus fatigué parce que c'est une légende de Ouïghour qui dit que la terre est sur deux cornes d'un taureau qui, lorsqu'il se fatigue, il change la terre de corne en corne. Je crois qu'il est maintenant très fatigué, puis il faut bien, ensemble, on arrive à l'assagir, ce taureau, qui est aussi sur une tortue dans l'eau, qui maintenant devient marâtre par la pollution. Donc c'est une image qui me revient pour dire quels sont les enjeux de cette matinée. Nous assistons effectivement à une régression alarmante de tous les droits humains, tant civils, politiques, sociaux, économiques, culturels, les droits qu'on a tous connus dans la Charte des droits de l'homme internationale, qu'on a tous signé aussi, les gouvernants ont signé, mais malheureusement n'appliquent pas. Donc ces droits humains connaissent vraiment une régression très, très inquiétante. L'impact du sous-développement de la paupérisation sur les droits humains précarisés par les crises est évident et désastreux. La malnutrition, les pénuries d'eau, les non-accès aux droits, la santé, l'éducation rendent difficile, voire impossible, la jouissance des autres droits, dont celui du développement. Tous les rapports
mondiaux, notamment ceux du PNUD et ceux aussi de l'Agence, ou bien de beaucoup d'autres acteurs, notamment ceux de la PNUD, tirent la sonnette d'alarme. Les inégalités entre pays développés et pays pauvres, et au sein même de ces pays, continuent de se creuser. Voici un exemple très douloureux qui m'affecte personnellement. Prenons 2 enfants qui sont nés en 2000, l'un dans un pays développé, l'autre dans un pays sous-développé. Après 20 ans, le premier risque de faire des études. 50% de ces jeunes-là font des études à 20 ans et supérieurs. L'autre, qui a 20 ans, au même âge, risque de ne pas être là, de mourir avant cet âge-là, parce que 17% de ces enfants-là meurent avant 20 ans. Donc là, ça résume, ça cristallise cette crise humanitaire même, cette crise contre l'humanitude, contre Ubuntu. Donc lorsqu'on voit aussi que c'est un paradoxe de développement, c'est un paradoxe dont parlent beaucoup d'économistes, la modernité a aussi des paradoxes. 500 personnes les plus riches du monde ont un revenu combiné plus élevé que celui de 416 millions les plus pauvres. Autre indice très très inquiétant. 600 millions de personnes vivent dans un état de pauvreté extrême. Quelques 262 millions d'enfants sont déscolarisés. Regardez un peu l'avenir que cela pourrait être si on continue sur cette voie-là. Et pourtant, les chiffres sont là et puis les volontés sont là. Les clivages entre le Nord et le Sud sont un obstacle évident au développement. À ces inégalités sociales et économiques viennent se greffer dangereusement les mutations dues au dérèglement climatique, qui poussent aussi des gens à se déplacer, à se paupériser aussi. Les répercussions dramatiques de la pandémie sur la population marginalisée, les déplacements forcés des millions de personnes fuyant les guerres et la pauvreté, les dérives autoritaires des régimes despotiques sous relent du discours populiste et démagogique menacent fortement la démocratie, l'état de droit, le lien social et les défenseurs des droits humains dont vous avez parlé tout à l'heure. L'amplification de ces inégalités et ces violations sont un outrage à notre dignité humaine et à notre conscience d'hommes et de femmes libres, un déni flagrant aux droits humains dans leur universalité, leur indéniabilité et leur indivisibilité, inaliénabilité. Si les objectifs de développement ne sont pas atteints, c'est bien parce qu'ils sont déconnectés. Et vous êtes très conscient de cette donnée. Ils sont restés déconnectés des droits humains. Cette absence de lien entre stratégie de développement et approche basée sur les droits humains, ABDH, a même masqué les inégalités et freiné le développement. Le néolibéralisme sauvage, excusez-moi d'utiliser ces termes-là, porté allègrement par les sphères financières internationales, qui imposent des plans d'ajustement structurel, sous parfois des contraintes, des clauses contraignantes dans les conventions, sans se soucier de leur coût social destructif. Et nous avons connu cela en Tunisie avec l'émeute du pain de janvier 1984. Les émeutes, les bouleversements sociaux, les bouleversements des populations sont parfois dus par une volonté de développement qui est mal gérée ou bien mal placée. Et leur impact nocif sur les droits de population ont aggravé la pauvreté, précarisé l'emploi et alourdi la dette publique, qui atteint maintenant chez moi en Tunisie 81,5% du PIB. Donc c'est un lourd fardeau sur le pays, pas seulement la Tunisie, mais tous les pays en développement souffrent de cette question de la dette publique, provoquant des fois des émeutes, du pain chez nous. Au Sénégal, il y a eu aussi des émeutes, il y a beaucoup d'émeutes dans tout le monde, sous l'impact de ces plans, ces passes, des plans structurels, et des soulèvements populaires, déstabilisant les régimes et aggraver les violations des droits humains. Il faut donc rompre. Bon, apparemment, la conclusion est tout de suite là. S'il y a cette logique, mais cette approche qui a mené au désastre, il faut donc rompre avec cette conception purement économiste et techniciste du développement. Recentrer ce développement pour une approche plus humaniste. Et c'est là que je me réjouis d'être dans cette conférence-là, parce que l'AFD, avec aussi les instances européennes, replace et renforce et recentre le tir pour une approche fondée et basée sur les droits humains. Une telle rencontre entre développement et droits humains favoriserait une croissance équilibrée et intégrée, contribuerait à
maintenir la paix et la sécurité. Il y a un lien fort entre paix, sécurité, droits de l'homme et développement, et permettrait la jouissance de tous et de toutes, de tous les droits. Tous et toutes de tous les droits, tels que formulés dans la Charte des droits de l'homme. Je parle ici de la DDUH, la déclaration dont nous fêtons aujourd'hui la 73e anniversaire, et les 2 pactes internationaux des droits civils et politiques, économiques, culturels et sociaux, et aussi les autres conventions qui sont liées à la femme, le SADAO, l'enfant, la torture et tout. Donc cette charte-là, ce socle commun de l'humanité qui est voté, qui est pris, qui est signé, adopté par tous les pays maintenant du monde presque, mais n'est pas, malheureusement n'est pas, on ne voit pas sa trace en réel. Donc je me réjouis de la tendance de l'AFD à renforcer une approche fondée sur les droits et à considérer le droit de développement comme un droit de l'homme. C'est un concept nouveau, c'est pas, je crois qu'elle a été fondée par un Sénégalais, hein, par un jeune Sénégalais, comme vous, Yacouba, vous êtes malien, mais l'Afrique est très fertile. Donc le droit au développement aussi est un droit de l'homme, comme un droit de l'homme. Et comme l'a stipulé aussi la déclaration de 86. Il y a une déclaration sur le... Malheureusement, une déclaration, elle n'est pas contraignante. C'est aussi une faiblesse de développement dans le monde. Une déclaration qui est très belle, déclaration sur le développement, sur le lien entre développement et les droits humains, qui a été adoptée par les Nations Unies en 86, en décembre, comme ce mois-ci. Mais toujours, il y a aussi cette problématique de lien entre l'effectivité d'une loi, d'une déclaration. Ce n'est pas une convention. Moi, j'aimerais bien que cette déclaration soit aussi, s'élève au rang d'une convention contraignante pour les États, pour que les États aussi reprennent leurs responsabilités et aussi appliquent leur triple responsabilité de reconnaître le droit, de le protéger et de le mettre en œuvre. Oui, le droit au développement est un droit de l'homme, du moment qu'il a pour objectif et pour objet une vie décente pour tous et pour toutes, et recouvre le droit légitime de chacun à une part équitable du bien-être économique du monde. Ce droit de 13e génération, on le classe dans cette catégorie, il n'est pas la somme, il n'est pas que la somme de ces droits de la charte, il en est la synthèse même de tous les droits, parce qu'il les renforce, il revalorise ces droits, comme l'indiquait la déclaration de 86. Le droit au développement, vous l'avez bien dit, mesdames et messieurs, est un droit inaliénable, en vertu duquel tous les êtres humains et tous les peuples ont le droit de participer, de contribuer et de profiter d'un développement économique, social, culturel et politique. Là, je cite la déclaration de 86. Cette approche appelle à traiter les causes profondes de la pauvreté, les inégalités et les conflits. Elle contribue à promouvoir le progrès sans qu'aucun n'en soit exclu, pour que toutes les personnes et les peuples puissent vivre dans les libertés, l'égalité et la dignité. Le droit de développement, comme étant un droit humain, est profondément lié au droit des peuples à l'autodétermination et au droit des peuples autochtones d'exercer leur pleine souveraineté sur leurs richesses naturelles. Bien entendu, une telle approche exhorte à une participation libre et entière des communautés et des populations concernées autochtones à l'ensemble des projets et activités de développement, ainsi que l'implication effective et forte de la société civile qui soutient ces populations, pour assurer la reprise économique, tout en respectant les normes internationales des droits humains, et réaliser une justice économique, sociale et environnementale. Tous les acteurs, et c'est là aussi une force de votre conférence, messieurs, dames, tous les acteurs de développement doivent unir leurs efforts dans un esprit de respect mutuel, de concertation, de participation et de redevabilité sociale. L'être humain est au centre. On revient ici à l'humanitus, bien à l'humanitude, homo humanitus. Nous passons de l'homo faber à l'homo sapiens à l'homo humanitus. L'être humain est au centre des actions développementales. Il est à la fois acteur et principal bénéficiaire. Chacun a le droit, individuellement ou collectivement, de participer aux choix développementaux de sa communauté. Ce droit doit inclure les femmes comme facteur incontournable de toute action de développement. Les pouvoirs en place, politiques et publics, doivent s'acquitter de leurs devoirs et responsabilités de façon à promouvoir la justice sociale et l'accès à toutes et à tous à leurs droits économiques, sociaux, et leur permettre de prendre part au développement
de leur société tout en garantissant l'égalité des chances dans l'accès aux ressources, à l'éducation, à la santé, à l'alimentation, au logement, à l'emploi décent et à une répartition équitable des revenus. Nous sommes tous certainement pour une gouvernance non discriminatoire, inclusive, participative et responsable. Comme pour la paix, je parodie ici un dicton pour la paix, il n'y a pas chemin pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont le chemin. Comme on dit généralement, il n'y a pas de chemin pour la paix est le chemin. Et pour reprendre aussi, pour finir, une citation, une réplique célèbre de Cassius dans Jules César. La faute n'en est pas à nous. Elle est à nous-mêmes. La faute, elle n'en est pas à nos étoiles. Elle en est à nous-mêmes. Donc il incombe à nous, acteurs présents ici et aussi ailleurs, acteurs civils, acteurs gouvernementaux, des instances internationales, population, société civile, il incombe à nous de faire de ce monde-là un monde meilleur et cela est possible. Un autre monde est possible. Merci beaucoup. Un autre monde est possible. Quoi dire de plus que cette intervention brillante, cette intervention du cœur, cette intervention portée par M. Galaï, portée comme il l'a toujours porté d'ailleurs lors de ces différents combats dont j'ai parlé tout à l'heure. Je suis heureux de vous voir, j'ai envie de dire, intervenir en dernière position pour cette session d'ouverture. Ça me permet, moi, justement, de lancer la dynamique de nos sessions, notamment la toute première. Mais avant, je voudrais, dans une sorte de synthèse, vous m'excuserez de tenter cela parce qu'il y a eu plusieurs interventions. Je voudrais résumer toutes ces interventions en un seul mot, c'est celui de l'engagement. Je pense que de tout ce que j'ai entendu, le mot qui revient, c'est l'engagement. L'engagement comme dénominateur commun pour reprendre en main donc l'agenda des droits humains et faire face à ces enjeux. L'engagement comme moteur d'une dynamique irréversible malgré les contextes changeants et malgré les compréhensions multiples des défis des droits humains. Et enfin, l'engagement comme une promesse individuelle, comme vous l'avez souligné, M. Galaï, et personnelle, pour jouer le rôle qui nous incombe tous et chacun, aussi minime soit-il, parce que nous savons le bien fondé d'une société respectueuse des droits humains et des droits fondamentaux.